Découvrez dans cette vidéo comment réaliser un traitement en noir et blanc à l'aide de Capture One. Salut, je m'appelle Quentin Descaillets, vous pouvez retrouver mon travail sur quentindescaillets.com ou sur facebook.com/quentindescaillets. Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble comment faire une conversion d'un fichier brut en noir et blanc. Un fichier brut, par définition, c'est toujours en couleur, mais réaliser un traitement en noir et blanc, c'est finalement pas si compliqué que ça lorsque l'on a les bons outils actifs. En parlant d'outils, on a parlé lors de la toute dernière vidéo des espaces de travail, et on avait vu qu'il y avait un espace de travail sous fenêtre, espace de travail, qui s'appelle noir et blanc. Noir et blanc va nous permettre d'activer un nouvel onglet ici, qui s'appelle noir et blanc, simplement, et qui ressemble à une espèce de carré coupé en deux. Si l'on clique dessus, on a ensuite accès à tous les réglages qui nous seraient réellement utiles pour faire du noir et blanc. C'est-à-dire qu'on n'a pas de balance des blancs, on n'a pas d'éditeur de couleurs, enfin bref, on a uniquement le strict nécessaire. La balance des blancs a quand même son intérêt lorsque l'on fait un traitement noir et blanc, dans le sens où ajuster nos canaux de luminosité va changer en fonction de la balance des blancs. On va voir tout cela dans quelques instants. Je vais prendre une image ici qui avait été de manière relativement neutre. On voit que la balance des blancs a déjà été faite. Je vais simplement activer noir et blanc, donc dans l'outil noir et blanc. Et ça va ainsi enlever les couleurs de mon image. Les canaux qui se trouvent juste en dessous correspondent aux différents canaux que l'on avait aussi dans l'éditeur de couleurs. En fait, ce que l'on va pouvoir faire, c'est ajuster la luminosité de chacun de ces canaux. Par exemple, on voit qu'on a un canal bleu qui va correspondre très probablement aux jeans, alors que le jaune et le rouge seront bien plus au niveau de la peau. Si je prends mon curseur rouge et que je le pousse à droite au maximum, on voit que ça va éclaircir toutes les zones qui sont rouges sur mon image. À l'inverse, si je le tire vers la gauche, on voit que le rendu devient trop bizarre et que toutes les rougeurs sont foncées. Le jaune, pareil, donc tous les canaux fonctionnent de manière similaire, à droite pour éclaircir, à gauche pour foncer. Et en le laissant au 0, on a simplement une conversion très simple en noir et blanc. En ajustant ces valeurs, on va simplement pouvoir donner un peu plus de caractère à notre image. Admettons que l'on ne sache pas trop ce que l'on a envie, un autre moyen de pouvoir réaliser un noir et blanc serait simplement d'aller cliquer sur les 3 petites lignes au sommet de l'outil, et ensuite d'utiliser les pré-réglages d'origine qui sont proposés par Capture One. Alors certes, ils sont en anglais, mais si l'on passe dessus, le pré-réglage s'affiche automatiquement, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de cliquer pour valider et voir à quoi ça ressemblerait. Simplement en passant dessus, on peut voir exactement ce à quoi ça ressemblerait. Je vais activer le pan chromatique 1 comme exemple, et on va regarder ce qu'il y a d'autre dans notre petit panneau noir et blanc. On a ici aussi dans l'outil séparation tonale. La séparation tonale va nous permettre de donner une légère teinte sur une zone de haute lumière ou sur une zone d'ombre. C'est-à-dire que en mettant par exemple ici du jaune dans les hautes lumières et du bleu dans les tons foncés, si l'on augmente la saturation, on va pouvoir donner un petit peu de saturation sur les zones. C'est quelque chose qui fonctionne très bien. Personnellement, je l'emploie très peu. Sachez simplement que c'est là si vous deviez en avoir besoin. En dessous, on a donc l'outil d'exposition que l'on avait déjà vu au préalable dans le panneau d'exposition. On a les niveaux qui vont nous permettre aussi de donner un petit peu plus de contraste. Par exemple, ici, je vais rendre les noirs un petit peu plus profonds et éclaircir légèrement les zones les plus claires de mon image. Je vais aussi donner un petit peu plus de contraste en bougeant mon curseur ici vers la droite. En dessous, on a les courbes dont on a aussi déjà parlé. Je vais employer la couche Luma, quoique la couche RVB pour la peine, comme c'est du noir et blanc, fonctionnerait la même chose. Simplement une question d'habitude. Je vais rehausser un petit peu mes tons moyens en diminuant légèrement les tons les plus clairs et en remettant à 0 les tons les plus foncés. Ainsi, j'ai un contraste un petit peu différent et on voit qu'en faisant le avant-après. Donc ça, c'était avant et ça, c'est maintenant. En dessous, on a un autre outil dont on n'a pas encore parlé, il s'agit de la clarté. La clarté va nous donner un petit peu plus de peps à l'image. C'est la manière la plus simple que j'ai trouvé de décrire cet outil. En réalité, c'est pas vraiment du contraste, pas vraiment de l'ajout de netteté, ça se trouve un petit peu entre deux. Et dans Capture One, on a un gros avantage, voire même deux, en fait, c'est qu'on peut ajuster le mode de la clarté et aussi la structure, une chose qui n'est pas forcément disponible dans Lightroom ou dans d'autres outils. Dans le mode, on a différentes choses. On a naturel, c'est personnellement l'option que je vous recommande. Si vous voulez quelque chose de très fort, le puissant marche assez bien. Le neutre est des fois un petit peu trop doux et le classique vous donnera un rendu
typique de ce que vous pouvez avoir dans Lightroom et qui, à mes yeux, ne vaut même pas la peine d'être utilisé. On va plutôt préférer naturel pour aujourd'hui pour voir le rendu que ça peut avoir. Je vais désactiver le navigateur à droite, comme ça on verra uniquement notre image en cours de traitement. La clarté donc, si je la monte au maximum, ça va nous donner quelque chose de très bizarre. On voit qu'on commence à avoir une espèce de halo et c'est pas forcément très génial. Les transitions entre les tons ne sont plus très douces. À l'inverse, si je le pousse tout à gauche, on a des transitions tellement douces que pour la peine, si je zoome, on va voir qu'on commence à perdre de la texture. On voit ici que la texture devient un petit peu bizarre. On a comme des transitions dures sur certaines zones, mais douces à d'autres. Ça pourrait presque ressembler à un flou de surface dans Photoshop. Je vais le remettre à 0 pour avoir un rendu qui est, on va dire, assez bon sur du portrait. Généralement, des valeurs entre 0 et 20 suffisent amplement. Une chose qui est intéressante aussi, c'est qu'on a la structure. La structure va nous permettre d'ajuster, entre guillemets, le rayon de la clarté. C'est-à-dire que si on le pousse au maximum, la clarté va être appliquée sur un rayon très fin et en fait plus travaillée comme une accentuation nettée. Si je prends mon curseur et que je le tire vers la gauche, par contre, on a ici une clarté qui est beaucoup plus globale, et en le poussant vraiment tout à gauche comme là à -100, on commence même à perdre un petit peu de texture, ça va presque enlever la texture que l'on a sur notre image. Il vaut donc mieux le laisser pas trop bas, mais plutôt si on veut le mettre en négatif, le laisser aussi entre 0 et 20, un petit peu comme on tue la clarté. Je vais pour ma part ici l'augmenter un peu plus pour avoir une légère accentuation de netteté, mais pas trop non plus. Parce que la netteté, je préfère la gérer par après avec l'outil qui est fait pour cela. On le verra dans une prochaine vidéo. On a après la clarté le vignettage. Alors le vignettage, c'est rien de très compliqué. Ça fonctionne comme dans n'importe quel autre programme d'édition photo. En le tirant vers la gauche, on peut foncer les coins de notre image et pour la peine, on voit que mon capteur n'était pas forcément très propre. Si je prends la valeur et que je la tire à droite, ça fait l'inverse, c'est-à-dire que ça va éclaircir les bords, ou plutôt les coins de l'image. Sur cette image-là, je vais pas faire grand-chose, ça me convient très bien comme c'est là. À noter aussi que dans le vignettage, on peut ajuster le mode, c'est-à-dire que si l'on souhaite ne pas avoir une ellipse, mais avoir quelque chose de rond, on peut aussi sélectionner circulaire. On va remettre tout ça à 0, reglisser notre outil dans le panneau d'outils et regarder le tout dernier. Euh, on va en parler aujourd'hui, on en reparlera plus tard quand on parlera de bruit et d'export. Il s'agit du grain argentique. Alors, c'est l'équivalent d'un ajout de grain dans Photoshop ou dans Lightroom ou dans n'importe quel autre logiciel. Là encore, on a quelques options en plus que ce que l'on peut trouver dans d'autres programmes. C'est-à-dire qu'on peut tout d'abord choisir le type de grain que l'on souhaite, parce que dans Capture One, le grain est vraiment basé sur ce qui se faisait ou ce que l'on trouve encore d'ailleurs sur de l'argentique. C'est-à-dire qu'on peut choisir différentes formes de grains ou différentes densités. En dessous, on a un impact. L'impact, ça va simplement être la quantité de grains que l'on a sur l'image. Je vais prendre un grain un peu plus épais, sinon vous n'allez pas voir grand-chose avec la compression du web. Je vais prendre un grain tabulaire et on voit qu'effectivement, en augmentant donc ici l'impact, on commence à avoir du grain un peu partout. La granularité, elle, va me permettre de définir l'épaisseur du grain, si on veut un grain qui est vraiment gros ou un grain qui est un petit peu plus discret. Le grain, si on le tire, c'est pas vraiment plus gros, mais c'est plutôt un grain qui est plus contrasté. On va beaucoup plus le voir lorsque l'on augmente la granularité, alors que si je le remets au minimum, on a toujours un grain, mais pour la peine, c'est un petit peu moins contrasté et moins visible. À noter aussi qu'ici, vous devriez avoir des pré-réglages d'origine qui vous permettent d'avoir, là encore, des réglages assez faciles, sans avoir besoin de chercher pendant une demi-heure ce que vous souhaitez. Je vais remettre ça à 0, je vais prendre un pré-réglage ici et on va choisir simplement Smooth pour quelque chose d'un petit peu doux. Et je vais repasser mon outil grain argentique dans le panneau noir et blanc. Je vais dézoomer, double-clic ici et on a notre noir et blanc qui est prêt à être exporté. Je vais faire une toute dernière chose sur cette image, simplement la recadrer en prenant un format 3/4 et je vais resserrer un petit peu le bas qui ne me sert pas à grand chose et sur le haut la même chose. Je vais laisser un tout petit peu plus d'espace pour respirer à mon image et je vais valider avec la touche V de mon clavier. Comme vous le voyez, ça m'a même pas pris 10 minutes pour faire une conversion au noir et blanc. L'espace de travail est vraiment bien pensé. L'ordre des outils aussi, il est très pratique. On peut tout d'abord régler le noir et blanc. Ensuite, on règle notre exposition. Les niveaux pour définir le point blanc et le point noir, éventuellement un petit peu le contraste. Ensuite, la courbe pour personnaliser un petit peu le tout. Et au final, les 3 outils d'édition, de finition, la clarté, le vignettage et le grain argentique.
Une dernière chose aussi, je vous ai parlé, de la balance des blancs tout au début. La raison pour laquelle je vous en ai parlé, c'est qu'elle n'est pas ici dans noir et blanc, mais quand vous faites une conversion en noir et blanc, ça peut être malin, avant de faire la conversion, d'avoir une balance des blancs correcte, ou alors de s'amuser par après pour voir les résultats que vous pouvez avoir. Parce que là, en ayant du coup le rouge qui est poussé vers la gauche et le jaune aussi, si on n'a plus du tout de jaune ou de rouge dans l'image, le résultat va changer. Admettons ici qu'au lieu de personnaliser, je prenne du tungstène, ou alors que je prenne du fluorescent, on voit que le rendu de mon noir et blanc n'est pas tout à fait le même. Selon vos envies et les goûts que vous avez, vous pouvez tout à fait réaliser votre balance des blancs au début, en ayant une balance des blancs neutre, puis par la suite vous amuser ici avec les curseurs de manière à avoir un rendu peut-être un peu différent. On peut des fois avoir des surprises et tomber sur des réglages que l'on préfère alors que peut-être que techniquement parlant, ils ne sont pas forcément parfaits. C'est un petit peu tout ce qu'il y a à dire pour la conversion en noir et blanc, et pas grand-chose d'autre que l'on peut faire. Le noir et blanc, c'est, relativement simple en théorie. Après, en pratique, c'est plus s'amuser avec des curseurs pour voir le résultat que l'on peut avoir en fonction de l'image que l'on édite. Si vous voulez avoir des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire juste en dessous de la vidéo. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne de manière à être informé de la sortie des prochaines vidéos. Et en attendant celle-ci, je vous souhaite de passer une excellente journée. À bientôt!